mais merci d'être avec nous ce matin. Donc, ben, je me présente, je suis Maude Lalumière, je suis intervenante pour Je me fais une place en garderie. Je vais vous présenter l'organisme brièvement tantôt. Mais moi, ça fait vraiment 16 ans maintenant que je suis à l'organisme et je suis en charge de tout ce qui est les présentations, les conférences, la promotion, les formations au service de garde, donc création d'outils, plein de choses. Donc, je suis un peu tout ce qui est transfert de connaissances, on va dire, à l'organisme. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et Causons Inclusion, c'est un projet qui est né à la suite d'une demande d'organismes avec lesquels on travaillait en partenariat. Dans une grande journée de réflexion, il y a des organismes qui nous ont dit, hey, ça serait le fun de partager votre expertise, ça serait le fun qu'on puisse échanger sur justement l'inclusion en service de garde. Et c'est de ça qu'est né le projet, un projet qui existe depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on est très heureux de pouvoir l'offrir à l'accompagnateur pour rejoindre un plus grand nombre de personnes un petit peu partout au Québec pour pouvoir partager justement toutes ces connaissances, toute cette expérience que je me fais une place. Donc, sans plus tarder, je commence la présentation. Alors, on va ici. Donc, donc, l'inclusion au quotidien en service de garde éducatif à l'enfance. Donc, on va aborder aujourd'hui certains grands principes de l'inclusion en service de garde, euh, mais avec un point de vue particulier. Euh, je vais tout de suite aller à la prochaine diapo. Pour vous présenter, je me fais une place en garderie, puis ça va vous situer un petit peu sur le point de vue qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je me fais une place en garderie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme communautaire situé à Montréal et on existe depuis 1994. Donc, on a fêté nos 30 ans d'existence l'année dernière. Dans le fond, je me fais une place en garderie est née d'une initiative de parents qui, suite à la fermeture des centres de stimulation précoce, les centres de jour pour enfants qui avaient des besoins particuliers, il y a eu la volonté justement de d'intégrer les services de garde de quartier, les services de garde réguliers à cette époque, puisque il y avait quand même des grands constats liés au fait que les enfants soient placés à part de la société. Donc, on manquait de stimulation sociale, manquait d'occasion d'être en interaction avec des pairs de leur âge. Donc, suite à tous ces grands constats-là, on a dit oui et non, il faut que les enfants vivent une vie d'enfant avec d'autres enfants dans des lieux fréquentés par tout le monde. Donc, et là, il y a un groupe de parents avec l'Association pour la paralysie cérébrale qui a dit, on est tout à fait d'accord avec le principe, mais est-ce qu'on peut avoir de l'aide, s'il vous plaît, en tant que parent? Et de là est né un tout petit projet pilote. Il y avait 3 intervenantes, une coordonnatrice, 12 familles la première année. Et l'idée, c'était d'aller cogner aux portes des services de garde et de dire bonjour. Est-ce que vous accepteriez d'accueillir cet enfant? Et la particularité de Je me fais une place en garderie, c'est que on soutient des enfants qui ont des déficiences motrices, qui peuvent être associées ou non à d'autres déficiences. Donc, ben, évidemment, des enfants qui peuvent avoir la paralysie cérébrale, des syndromes génétiques rares, ou en petite enfance, des retards globaux non spécifiés. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, mais on sait qu'il y a un retard au niveau du développement moteur. Ce qui fait en sorte que la clientèle, je me fais une place en garderie, est quand même assez large parce qu'il y a des enfants qui, à l'âge de 18 mois, 2 ans, ont pas encore acquis la marche, mais on se rend compte vers 3 ans, 4 ans que finalement l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Ou des fois, ça va être des enfants des grands prématurés, et puis il peut y avoir aussi des déficiences associées, donc déficiences visuelles, auditives. euh, Ce qui fait que malgré tout, malgré sa mission assez nichée, la déficience motrice, Je me fais une place en garderie se trouve avoir une clientèle quand même assez large. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les familles dans leur démarche d'inclusion de leur enfant en service de garde. Et une fois que l'enfant a commencé à fréquenter le service de garde, on soutient aussi le service de garde pour accueillir cet enfant-là, apprendre à le connaître, tisser des liens avec le réseau de la santé, avec les intervenants du réseau.
favoriser toute la collaboration, la communication quotidienne dont on a besoin pour accueillir l'enfant, et puis mettre en place les adaptations dont il y a besoin pour être en situation de participation sociale au service de garde. Donc, c'est un petit peu ça. Je me fais une place en garderie. On soutient les familles qui habitent l'île de Montréal, bien entendu. Là, en ce moment, on est une petite équipe. On est 9 personnes en tout. Il y a 6 personnes plus particulièrement à l'intervention. On dessert environ 120 familles par année. Ça varie un petit peu. Donc, et malgré toute notre bonne volonté, on n'arrive pas à desservir toutes les familles qui auraient besoin de nos services sur l'île de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on est resté très niché dans notre territoire puis dans notre clientèle. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas accueillir un enfant qui a une déficience motrice. C'est vraiment plus large parce que les principes qu'on met en place au niveau de l'inclusion, au niveau du soutien à la famille, ce sont des principes qui peuvent s'appliquer à toute clientèle. Donc, ça peut vraiment être utile pour tous les enfants. Et comme je vous disais, la particularité de Je me fais une place en garderie, c'est de partir de la famille. C'est la famille qui fait appel à nos services, qui fait appel à Je me fais une place en garderie. Donc, une grande partie de notre expertise, c'est soutenir la famille dans ses démarches, dans son vécu face à l'inclusion de son enfant en service de garde. Et c'est vraiment cet angle-là que je vais prendre avec vous aujourd'hui. Là, je parlais avec Justine tantôt qui me disait qu'il y avait des gens des CIS, des CIUS, il y a des gens des services de garde, des gens de diverses provenances. Mais je pense que ce qu'on a en commun, qu'on soit dans un service de garde ou qu'on soit intervenante, c'est qu'on est en contact avec des familles qui ont un enfant avec des besoins de soutien particuliers. Donc, c'est tout ce contact-là avec la famille, ce soutien à la famille qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est l'angle que va prendre la rencontre de Causons Inclusion, puisque c'est l'expertise de Je me fais une place en garderie, au-delà de la déficience motrice. Et puis, je me permets de vous annoncer que Causons Inclusion, ben, à l'organisme, nous, on avait fait plusieurs rencontres avec un petit groupe là, c'était notre projet pilote. Donc, avec l'accompagnateur, ça serait la première d'une série de présentations qu'on va vous offrir avec différents thèmes qui seront déterminés au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler plus des principes d'inclusion de petite enfance, du rôle et de la mission des services de garde. Mais il y a d'autres présentations qui pourront être offertes au cours de l'année. Je pense entre autres à une qui avait été très populaire et utile sur les allocations. Hein, les principes de l'allocation du ministère, la mesure exceptionnelle, parce que souvent c'est quelque chose qui suscite beaucoup de questions chez les parents, puis les questions viennent vers nous, puis nous disent, oui, mais c'est quoi ça, mais comment ça se fait? Donc, on a souvent besoin d'accompagner les parents face à ça. Un autre sujet, entre autres, c'est quand la famille rencontre des obstacles majeurs à l'inclusion de son enfant. Quelle posture on peut prendre? Donc, ça sera des diverses rencontres comme ça qu'on pourra vous proposer au cours de l'année, si ça vous intéresse de poursuivre avec nous. Donc, je suis habituée d'avoir des questions au fur et à mesure. Là, ça fait étrange pour moi de ne pas dire est-ce que vous avez des questions? Donc, on va commencer. Donc, dans le fond, accompagner les familles hein, en tant que premier partenaire de l'inclusion de leur enfant. Je me fais une place en garderie. L'approche qui va vraiment être à la base de nos actions auprès de la famille, c'est l'approche centrée sur les besoins de la famille. C'est ce qui guide nos actions, c'est ce qui guide les outils que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce qui guide l'intervenante quand elle se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire ici face à cette situation? Ce sont ces principes-là qui vont guider sa réflexion, ses décisions. Dans le fond, l'approche centrée sur les besoins de la famille et aussi sur le développement du pouvoir d'agir, les points que je trouvais importants de partager avec vous, c'est souvent le parent qui a un enfant avec des besoins particuliers, il se trouve dans une espèce de... Il y en a qui nous disent c'est un peu comme un tsunami, ou c'est il y a une maman, vous allez voir une vidéo que je vais vous présenter à la fin, elle dit c'est un gros chaos. C'est le chaos pour la famille. Euh, alors, comment je peux soutenir la famille qui vit toutes ces émotions, qui vit plein de choses, qui est dans l'incertitude, qui se fait, il y a des parents qui disent barouetter d'un service à l'autre, qui essaye, qui est dans le réseau de la santé, puis qui perd beaucoup
de son pouvoir décisionnel puis de son pouvoir d'agir parce qu'on lui dit fais ci, fais ça, ton enfant est comme ça, là, tu as besoin d'aller là. Puis... Donc, comment je peux redonner du pouvoir à la famille? Comment je peux soutenir la famille dans son processus d'inclusion? Ben, il y a quatre grands principes qui peuvent être intéressants et importants. Premièrement, d'encourager la prise de décision par les parents et favoriser des choix éclairés. Euh, Parce que souvent, non, je ne veux pas dire souvent, mais il arrive que la famille a très peu de... sa voix est pas très entendue dans les décisions qui concernent son enfant. Donc, des petites choses comme est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous convient, on pourrait faire ça, juste d'encourager à ce qu'il puisse participer à la prise de décision concernant son enfant. Favoriser des choix éclairés, partager une information pertinente, validée et complète. Bon, il y en a en ce moment, il y a des pubs en ce moment là, sur le Google et consultez pas Google pour vos symptômes médicaux. Mais je dirais un petit peu la même chose. Consultez pas Google pour l'inclusion ou qu'est-ce qu'un service de garde ou Facebook ou, tu sais, vous savez, des fois, les groupes. Il y a tellement d'informations qui circulent que des fois, les parents arrivent et disent, oui, mais sur ce groupe-là, j'ai vu ça, tel CPE fait ça, comment ça se fait que tu le fais pas? Cette information-là, des fois, elle peut mener la famille à avoir une mauvaise information ou à pas connaître la mission des services de garde, puis avoir des attentes qui peuvent être irréalistes par rapport aux services de garde. Donc, partager une information qui est pertinente, validée, complète. En tant qu'intervenant, c'est important. Puis, on le voit aussi des fois dans toute la bonne volonté de vouloir soutenir la famille. Certains intervenants qui vont partager une information qui peut être erronée aux parents. Et là, le parent part avec cette information-là, puis se dit, hey, moi, je vais monter aux barricades. Puis je vais dire, non, 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 c'est pas comme ça que c'est supposé se passer pour mon enfant. Ben, comme intervenant, c'est important soi-même d'avoir la bonne information, que l'information qu'on partage soit validée. Euh, Autre chose, croire à la compétence des parents, leur faire confiance. Malgré tout ce qu'ils vivent, les parents demeurent des parents compétents et capables de participer au processus, de participer à la prise de décision, participer aux échanges. Donc, de croire fondamentalement à cette compétence des parents, puis se dire, ben, si s'il amène pas son enfant au service de garde, je donne un exemple comme ça, mais à 9 heures avant le début des activités, comme parent, il doit avoir des raisons. Et il y a probablement un vécu familial, il y a probablement quelque chose. C'est pas parce que c'est un parent incompétent, c'est parce qu'il se passe des choses dans sa réalité, puis je vais prendre le temps d'aller les connaître. Puis communiquer dans un langage qui est accessible aux parents. Donc, on le sait avec les familles immigrantes, les familles qui pour lesquelles le français c'est pas la langue première. Il y a des fois beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés. Donc, c'est vraiment des principes qui guident l'action de Je me fais une place en garderie et qui vont guider aussi la présentation d'aujourd'hui et les suivantes pour Causons Inclusion. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de vous les partager. Donc, et l'inclusion, ça repose pas juste sur le parent, ça repose pas juste sur le service de garde, c'est un travail d'équipe. Ça suppose des collaborations avec des personnes. Puis des personnes qui, selon leur rôle, leur formation, leur vécu, ils peuvent avoir des visions différentes de l'inclusion en petite enfance. C'est sûr que en tant qu'orthophoniste, mes priorités seront pas les mêmes priorités nécessairement que l'éducatrice qui accueille l'enfant et pas nécessairement les mêmes priorités que le parent pour son enfant. Donc, comment on fait? Comment on fait pour travailler ensemble quand on a parfois des visions différentes, quand on a des attentes différentes face à l'inclusion? Parce que c'est souvent à partir de ces différences-là que vont ressortir certains conflits. Euh, des fois, on va se sentir qu'on a de la pression, hein. Tout se joue avant 5 ans. C'est important que ton enfant ait la stimulation dont il a besoin. Comme parent, recevoir ça, c'est sûr que ça fait vivre une émotion. OK, ben là, faut que l'éducatrice en fasse plus. Qu'est-ce qui se passe? On peut vivre du stress, de l'incompréhension. Donc, comment on peut se retrouver puis avancer tout le monde dans la même direction? Ben, souvent, c'est de s'entendre sur la base. S'entendre sur c'est quoi l'inclusion, s'entendre sur c'est quoi le rôle, la mission des services de garde. Et c'est pour ça que c'est le premier atelier de Causons Inclusion que je vous propose parce que c'est se ramener tout le monde ensemble à cette base-là pour après ça pouvoir avancer. Parce que même si je vous présente l'allocation, si on n'a pas cette même vision
de ce qu'est l'inclusion en petite enfance, de ce qu'est le rôle et la mission des services de garde, on n'arrivera pas à s'entendre sur justement euh, l'allocation, ses utilisations, son objectif. Donc, on revient à la base de l'inclusion ensemble. Et je pense que Justine vous avait partagé dans le courriel d'invitation un outil qu'on a rédigé à Je me fais une place en garderie avec le soutien financier du ministère de la Famille, qui est l'inclusion au quotidien. C'est un petit pamphlet de quelques pages qui reprend les grands principes de l'inclusion, qui permet de présenter aux familles euh, quelles sont les attentes qui sont réalistes envers le service de garde. C'est quoi le vécu de mon enfant au service de garde? À quoi est-ce que je devrais porter attention comme parent par rapport au vécu de mon enfant en service de garde. Donc, l'apprentissage en service de garde éducatif à l'enfance, est-ce que c'est la même chose que l'apprentissage dans une séance de physiothérapie? Est-ce qu'on utilise les mêmes approches? Pas nécessairement. C'est quoi mes attentes ou c'est quoi la place de mon enfant parmi les autres enfants? Donc, ce document-là, l'inclusion au quotidien, euh, se veut un soutien pour les parents, mais je pense que tout le monde peut en profiter de ce document-là, autant les intervenants que même des fois l'éducatrice elle-même, qui parfois peut se mettre une pression sur les épaules de dire non, non, moi, cet enfant-là, je vais le faire avancer, puis mais il va être prêt pour l'école grâce à moi. Donc, de revenir à cette base-là. Donc, c'est un petit document que je vais vous présenter. Je vais vous en présenter certaines parties, certains principes aujourd'hui, mais il est disponible sur notre site Internet. Vous avez déjà le lien, mais on va vous l'envoyer aussi à nouveau après la présentation. Donc, un des premiers principes en petite enfance, c'est de savoir que tous les moments de vie sont des occasions d'apprentissage. Euh, Le personnel éducateur en service de garde éducatif à l'enfance, ils vont saisir les occasions d'apprentissage au fur et à mesure qu'ils surviennent. C'est un des principes de base qu'il y a dans le programme éducatif euh, Accueillir la petite enfance. Donc, donne-moi juste un instant. Euh, donc, l'idée, c'est de soutenir l'enfant dans ses initiatives, dans ses découvertes, c'est de partir des intérêts de l'enfant et de prendre toutes les petites occasions d'apprentissage qui vont survenir. Un exemple qui me vient en tête, c'est en discutant avec une physiothérapeute, elle m'expliquait que un enfant qui avait des difficultés au niveau moteur, il avait besoin de travailler sa force en utilisant ses deux bras parce qu'il avait tendance à utiliser juste un côté de son corps. Donc, il y avait une hémiparésie, il utilisait juste un bras. Fait que la physiothérapeute, elle me dit, ah, ben, tu sais que le rangement, regarde le bac de jouets ici. Si tu le fais ranger, le bac de jouets, il va prendre ses deux bras, puis il va travailler, dans le fond, le fait d'utiliser ses deux bras, ça va travailler sa force. Donc là, on vient d'identifier une occasion d'apprentissage qui survient à tous les jours, dans le moment du rangement, puis on vient juste de prendre conscience de cet enfant-là, lui, ça peut être une occasion de développer sa force, ça peut être une occasion de développer son équilibre. J'ai en tête l'idée de euh, nourrir une poupée, jouer à nourrir une poupée pour un enfant, ça peut être une façon d'apprendre aussi à utiliser ses deux bras. Donc là, j'ai particulièrement ces exemples-là en tête, mais c'est la même chose pour toutes les sphères de développement. Donc, c'est vraiment, des fois, soit en tant qu'intervenante, si on est du réseau de la santé, ça peut être de dire, OK, c'est quoi les occasions qui surviennent naturellement? Dans un service de garde, ben, d'avoir conscience qu'il y a une causerie le matin, il y a le moment où on raconte l'histoire avant la sieste, il y a les repas, je pense entre autres en orthophonie, les repas, c'est tellement un moment riche pour aider l'enfant à faire des demandes, faire des choix, mais c'est d'avoir conscience de ce quotidien-là en service de garde, puis de réfléchir, de se dire, OK, c'est quoi les occasions d'apprentissage qui surviennent naturellement? Donc, c'est de voir l'apprentissage d'une autre façon. Euh, En petite enfance aussi, euh, euh, une des choses qui est mise de l'avant, c'est de se dire, je prends l'enfant où est-ce qu'il est dans son développement et je vais identifier c'est quoi ses prochains pas de développement à cet enfant-là. Une chose qui aide beaucoup, beaucoup les éducatrices, c'est de savoir à quel âge environ se situe le développement de cet enfant-là. Parce que parfois, face à un enfant qui a des besoins particuliers, qui a 4 ans,
mais qui, au niveau de son développement, a des intérêts de jeu qui sont peut-être plus jeunes, des fois, l'éducatrice va se dire, OK, comment je peux le soutenir? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais... Mais juste de lui dire, lui, ses intérêts de jeu, ça va être des jeux pour un enfant de 18 à 24 mois. Pouf, l'éducatrice, tout à coup, elle connaît sa grille de développement, donc elle va avoir plein d'idées. Donc, c'est des choses qu'on peut partager avec le parent aussi, de dire, ben, tu peux dire cette information-là à l'éducatrice, ça va l'aider, de lui dire qu'en ce moment, il aime des jouets, peut-être action-réaction, ou pour aider l'éducatrice à situer l'enfant dans là où est-ce qu'il est rendu dans son développement, puis c'est quoi les prochaines étapes auxquelles on s'attend. Et c'est vraiment comme ça que l'éducatrice soutient l'apprentissage de l'enfant. C'est pas nécessairement en retirant l'enfant du groupe pour faire de la stimulation individuelle. Donc, c'est dans les moments de vie au quotidien, puis c'est en ayant une bonne connaissance du développement de l'enfant qu'elle accueille. Euh, donc, ça a un grand terme scientifique qui est la zone proximale de développement et tout ça. Mais j'aime bien, euh, ça vient s'étirer du manuel Alex, l'éducation par la nature de la QCPE, qui parle plutôt de délicieuses incertitudes. Et moi, je le présente tout le temps comme étant cette zone où, ah, c'est le fun, je suis pas sûre s'il va réussir, mais j'ai le goût d'essayer. Parce qu'il y a cette notion de plaisir dans la délicieuse incertitude. Les enfants apprennent quand ils ont du plaisir. Et c'est super important de, de s'en rappeler. Donc, un autre aspect à se rappeler par rapport au rôle, la mission des services de garde, c'est que le fait de soutenir la participation de l'enfant à la vie du service de garde, donc à toutes les routines, ça favorise son développement global. Donc, une des approches qu'on veut avoir en petite enfance quand on veut soutenir l'inclusion, c'est de se demander comment je peux soutenir la participation de cet enfant-là. Comment, c'est quoi les obstacles qu'il rencontre, puis comment je peux euh, aider à adapter, réduire les obstacles pour qu'il puisse être vraiment en situation de participation. Et ici, vous avez un peu la liste des actions que l'éducatrice ou l'éducateur va mettre en place pour soutenir la participation de l'enfant. Euh, Observer comment l'enfant réalise ses activités quotidiennes, encourager l'enfant à réaliser de nouvelles activités dans une ambiance de jeu, de plaisir, favoriser l'exploration libre plutôt que de viser un résultat identique pour tous les enfants. J'ai en tête le fameux bricolage. Hein? Tout le monde doit faire un soleil avec des rayons jaunes. Euh, c'est pas ça la petite enfance. Hein? En petite enfance, on va favoriser l'exploration libre. Puis comme ça, l'enfant qui a des besoins différents, c'est pas grave si lui, il n'est pas encore capable de découper avec des ciseaux. Peut-être qu'il peut déchirer. Peut-être qu'il peut juste explorer les bouts de papier. Peut-être que lui peut euh, juste jouer au niveau sensoriel avec un matériel qui est semblable aux autres enfants. Donc, l'exploration libre, adapter le matériel pour proposer pour qu'il corresponde aux capacités. J'avais une cocotte qui, au niveau moteur, avait plus de difficultés et les amis faisaient de l'enfilage avec des petits morceaux. Ben, elle, on est allé chercher des perles d'enfilage dans le groupe des plus jeunes, qui étaient des grosses perles avec des fils avec une tige de bois au bout. Et elle faisait de l'enfilage comme les autres, mais avec un matériel qui était accessible pour elle, qui était plus facile parce que on est allé adapter le matériel, simplifier la tâche, accomplir une partie de la tâche avec l'enfant, puis lui laisser faire les parties qu'il est capable par lui-même. Euh, je pense entre autres à l'habillage, hein, le fameux manteau. OK, moi, je vais rentrer le bout du zipper, là, je vais te le rentrer, mais c'est toi qui vas le monter jusqu'en haut. Ou je vais te donner, on va accrocher un petit toutou à ta fermeture éclair. Puis là, toi, tu vas être capable de tirer sur le toutou jusqu'en haut. Tu vas être capable de le monter, ton manteau, comme ça. Donc, c'est plein de choses là, pour simplifier la tâche pour l'enfant. Euh, Lui démontrer de l'entrain, le féliciter pour le maintenir sa motivation, le guider en geste ou en parole au lieu de faire à sa place. Donc, des fois, le parent, dans sa perspective, il peut se dire, ouais, mais là, l'éducatrice, elle fait rien pour soutenir le développement de mon enfant, elle va pas aller le stimuler. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle prenne mon enfant, puis là, qu'elle fasse l'exercice qui est recommandé par les thérapeutes. Mais ça,
ce sont des actions que l'éducatrice ou l'éducateur met en place au quotidien qui soutiennent le développement de l'enfant. Donc, de développer le regard du parent, lui faire prendre conscience que toutes ces actions-là sont importantes pour ton enfant et là, le parent va être en mesure de poser peut-être un jugement plus éclairé sur le quotidien de son enfant en service de garde. S'il n'y a rien de tout ça qui se passe au service de garde, là, on va se poser des questions sur l'inclusion. Tu sais, là, on va pouvoir se dire, est-ce que c'est vraiment ce dont l'enfant a besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qui est supposé de se passer en service de garde? Donc, ça, c'est des exemples concrets qui sont vraiment, qui sont dans le document l'inclusion au quotidien. Puis c'est vraiment pour sensibiliser le parent à la réalité du vécu en service de garde. Je vous fais une petite parenthèse, puis on pourra en parler plus longtemps lors d'un prochain atelier, mais justement, l'allocation pour l'intégration en service de garde, elle ne vise pas à financer les services d'une professionnelle. Dans cette vision-là de l'inclusion, ce n'est pas pour offrir des services de réadaptation réguliers et continus dans le temps. C'est une information qu'on a souvent à déconstruire avec les parents. Les parents qui appellent à Je me fais une place en garderie, qui sont insatisfaits, qui ont des questions à poser, ou même des fois, ça va être des intervenants du réseau qui nous appellent, qui disent, Look, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Bien, souvent, on a besoin de déconstruire cette information-là. Euh, Ça fait partie des directives du ministère de la Famille. Là. Ces mots-là, ce sont les mots qui sont dans la directive du ministère de la Famille. Donc, l'allocation vise surtout à adapter l'environnement, réduire les obstacles, puis rendre possible la participation de l'enfant à sa mesure avec ses pairs. Donc ça, c'est une information que je vous invite à la prudence quand vous parlez de l'allocation. Hey, c'est l'argent de ton enfant, là, ça appartient à ton enfant. Il est supposé, là, dis-y, là, d'embaucher une orthophoniste ou une physiothérapeute pour ton enfant. Ça, c'est une information qui, en bout de ligne, est très dommageable pour la collaboration avec le service de garde. Parce qu'après ça, le service de garde se retrouve face à un parent qui arrive avec des exigences puis il dit, c'est pas ça notre mission. C'est pas ça notre rôle auprès des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Donc, faire attention. Quand je dis partager une information qui est valide, qui est pertinente, qui est complète, c'est le genre d'information auquel il faut faire attention. Donc, si le rôle du service de garde, c'est d'adapter l'environnement, réduire les obstacles, rendre possible la participation, pourquoi? Parce que dans les principes d'éducation à l'enfance, euh, il y a un des principes qui dit l'enfant est l'acteur principal de son développement. Ça fait partie du programme éducatif d'accueillir la petite enfance. Donc, ça veut dire quoi? Être l'acteur principal de son développement. Ça veut dire que l'enfant se développe dans l'action. L'enfant se développe quand il touche, quand il explore, quand il observe, quand il interagit avec les autres. Il se développe quand il imite un autre ami, quand il goûte à de la nourriture qu'il n'a jamais goûté, quand il écoute des chansons, quand il essaye quelque chose parce qu'il a observé ses amis le faire, puis il se dit, ah, c'est à mon tour, moi aussi, ça me tente de l'essayer. Et l'enfant se développe quand il joue librement. Il fait rien en service de garde, il fait juste jouer. Mais c'est ça l'apprentissage en petite enfance. L'enfant se développe à travers le jeu. Donc, le rôle de l'éducatrice, c'est de rendre possible pour l'enfant d'être en action dans ses apprentissages, rendre possible que l'enfant soit actif, hein. C'est vraiment ça. L'apprentissage actif, c'est un des principes de base. Donc, de se dire, OK, je vais identifier qu'est-ce qui fait en sorte que là, il n'est pas en action. Est-ce qu'un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer à la causerie, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'est pas en action pendant la causerie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que c'est euh, de sensibiliser les autres enfants, à leur dire, attends, hein, Julien, ça lui prend un petit peu plus de temps pour dire ce qu'il veut dire. Alors, attends un petit peu avant de parler à sa place ou on laisse Julien s'exprimer jusqu'au bout. Ça peut être d'instaurer un bâton de parole pour que chacun ait le temps de s'exprimer. Ça peut être d'offrir le bon positionnement à Julien ou de s'assurer que Julien est assis en face de l'éducatrice pour voir ses lèvres. Donc là, on est dans plein d'adaptations pour que l'enfant soit en mesure de participer, de s'exprimer, d'être actif pendant un moment de vie du service de garde. Donc, c'est ça le rôle du service de garde, c'est ça qu'on vise à travers l'inclusion. Et
l'enfant apprend par le jeu. Le jeu initié par l'enfant, c'est vraiment un puissant moteur de l'apprentissage. Parce que l'enfant, justement, il est dans le plaisir. Hein? Puis on le sait, quand on a du plaisir, on apprend 2 fois plus vite parce que c'est le fun, on est motivé. Donc, qu'est-ce que l'éducatrice, qu'est-ce que le personnel éducateur peut faire pour favoriser le jeu libre chez les enfants? Laisser décider où, avec quoi, avec qui, comment ils jouent. Euh, des fois, on voit un service de garde où tous les jouets sont en hauteur sur des tablettes. Il n'y a aucun jouet à la disposition des enfants, puis c'est l'éducatrice qui sort un bac de jouets pour le groupe qui dit là, vous allez jouer avec ça. Là, on n'est pas dans ce principe-là du jeu initié par l'enfant. Ça, c'est quelque chose auquel le parent peut porter attention quand il visite un service de garde. De dire, oh, les jouets sont pas accessibles aux enfants. Comment ça se passe, le jeu? Hein? Ça, c'est quelque chose que le parent peut euh, questionner dans ses attentes face au service de garde. Évidemment, il y a des nuances à apporter dans les groupes plus jeunes où on le sait que s'il y a une trentaine de jeux disponibles à la hauteur des enfants, ça se peut qu'on se retrouve avec des pièces partout au sol. Donc, il peut y en avoir quelques-uns à la disposition des enfants. Varier le matériel de jeu, hein, proposer différents types de jouets, différents types de matières, déguisements. Donc, euh, quand le parent visite le service de garde, il peut regarder est-ce que le matériel est varié? Est-ce qu'il y a différents types de choses que l'enfant peut manipuler, peut essayer? Euh, toutes les relations que l'éducatrice, que le personnel éducateur établit avec l'enfant pour qu'il se sente en sécurité pour explorer. Ça, c'est quelque chose qui est primordial dans l'inclusion, vraiment cette relation qui s'établit entre le personnel et l'enfant. Euh, avoir des environnements intérieurs, extérieurs, inclusifs, accessibles, avec de l'espace pour circuler, explorer, puis avoir des longues périodes de jeu libre. Euh, des fois, il y a des services de garde où l'horaire fait en sorte que aux 15 minutes, on change d'activité. Mais pour un enfant, prendre le temps de choisir mon jeu, m'installer, m'investir dans mon jeu, le planifier, puis là, le jouer. Moi, je pense souvent aux enfants, souvent un peu plus vieux, là, quand ils commencent à planifier les jeux symboliques, là, les jeux de faire semblant. OK, là, toi, tu étais le médecin. Puis là, moi, j'étais la maman qui arrivait avec son bébé. Puis là, moi, mon bébé avait de la fièvre, fait que toi, tu allais me dire que. Puis là, ils sont tous planifiés ça pendant 10 minutes, là, qu'est-ce qui va se faire? Puis après ça, le jeu commence. Il arrive avec sa poupée. Mon enfant, il est malade. Ah, viens ici, je vais faire ça. Mais ça, ça prend du temps pour les enfants. Donc, si au bout de 10 minutes de jeu, c'est fini, on range, ils n'ont même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur jeu. Fait que ça, c'est quelque chose auquel on peut porter attention. La routine, à quel point la routine est flexible, donne du temps aux enfants d'explorer ou est-ce que c'est une routine qui est très, très, très rigide? C'est toutes des choses auxquelles le parent peut porter attention dans ses attentes face au service de garde. Et puis, de se rappeler aussi, un dernier principe, c'est que le service de garde éducatif à l'enfance, c'est une opportunité de vie en collectivité. Hein? L'enfant est là pour être en contact avec des adultes, avec des enfants qui viennent pas de sa famille immédiate ou élargie. Donc, il va être en contact avec plein de personnes différentes. euh, et ça ouvre à la vie en société. Donc, s'intéresser aux amis, observer ce qu'ils font, les imiter. Je pense aux enfants qui, des fois, ont peut-être moins de mobilité, ou même des fois un enfant qui peut peut-être avoir un trouble du spectre de l'autisme, puis avoir peut-être des interactions plus limitées. Il peut quand même être là, observer, il peut quand même voir qu'est-ce qui se passe autour, entendre, vivre la vie en service de garde. Euh, et ils peuvent, des fois, c'est apprendre à tolérer la proximité. Hein. On a des enfants pour qui, juste le fait d'avoir des enfants à côté d'eux, j'avais une cocotte, là, dès qu'un enfant s'approchait d'elle, elle griffait, elle poussait, elle était fâchée. Ça a pris quelques semaines, peut-être même 1 mois ou 2. Mais à un moment donné, j'arrive, puis je la vois qui est assise par terre, puis qu'il y a un enfant assis à côté d'elle qui joue avec une poupée comme elle. Et elle essaye pas d'enlever la poupée de l'autre enfant, elle ne le repousse pas. Puis je fais, mais wow,
C'est quel apprentissage pour cet enfant-là, quelle belle progression de passer à je tolère pas la présence des autres à là, je suis capable de jouer en parallèle à côté d'un autre enfant. Donc, tu sais, des fois, participer, c'est pas nécessairement là, que je suis en grande interaction. Des fois, juste être à côté puis être bien, même si je suis à côté de l'autre, c'est un pas énorme pour certains enfants. Donc, ça veut pas dire que si l'enfant est pas super actif dans sa participation, il n'en profite pas. Je pense aux enfants qui ont des grands besoins. Un coco que j'ai qui, au niveau de son développement moteur, c'est un poupon, même s'il a 4 ans. Donc, même utiliser ses mains, même tourner sa tête, c'est difficile. Donc, mais lui, ce qu'on vise, c'est, on le voit, on vise premièrement juste à le positionner pour qu'il ait envie de tourner sa tête pour regarder puis qu'il puisse profiter, mais on voit ses sourires, on voit comment il rit. Juste à entendre la chanson de la sorcière à l'Halloween, à la causerie, il était complètement excité, il riait, il bougeait les bras, les jambes, il criait avec les autres. Juste le fait d'entendre cette vie-là autour de lui, même si on voit que même utiliser ses mains pour manipuler des objets, c'est difficile pour lui, mais juste d'être là, il en profite à 100%. Puis on voit une différence dans son humeur générale depuis qu'il est inclus dans un service de garde. Donc, euh, de pas négliger cette importance-là, là, de la proximité des autres. Euh, les enfants, ils vont développer une plus grande autonomie affective. Apprendre à se séparer de maman, des fois, c'est juste ça le défi avant de rentrer à l'école. Être capable de me séparer de maman ou papa, euh, apprendre à s'entraider, partager, appliquer le tour de parole ou le tour de jeu, euh, tout ce qui est le respect, l'acceptation. Dans le fond, l'inclusion, ça profite à l'ensemble du groupe, pas juste à l'enfant qui a des besoins de soutien particuliers, mais ça profite aussi aux autres enfants. Je le vois dans les services de garde, il y a toujours, moi je les appelle les petits papas ou les petites mamans, mais j'ai toujours un petit papa ou une petite maman qui s'en vient puis qui met la main sur, je pense à mon coco qui a des grands besoins, puis qui met la main sur lui puis qui dit, oui, c'est lui il a besoin d'aide ou qui, dès qu'on s'approche de l'enfant, là, ils viennent lui porter des jouets ou ils sont super intéressés. Fait que ça développe beaucoup de choses pour l'ensemble des enfants du groupe, l'inclusion. Et c'est ce qu'on vise parce que le service de garde, c'est une occasion de vie en collectivité. C'est ça qui est important. Et pour plusieurs enfants, c'est le seul lieu éducatif en petite enfance, c'est le seul lieu où l'enfant a accès à cette vie en collectivité parce qu'il n'y a pas accès à la maison, il n'y a pas accès en thérapie. Donc, c'est à ne pas négliger, c'est très important, cette vie en collectivité. Donc, moi, c'est sûr que pour un enfant de vivre, ben, je vais être retirée de mon groupe pendant qu'ils vont jouer dehors. Moi, je vais aller faire de la stimulation individuelle avec l'éducatrice spécialisée ou avec ben, quel impact ça a sur sa perception, sur sa participation à la vie en collectivité? C'est important de se poser cette question-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on remet de l'avant l'importance de la vie en collectivité en service de garde. Et puis, c'est quoi les bénéfices de l'inclusion pour les enfants? Euh, mais qu'est-ce qui ressort dans la littérature, hein? On parle des fois des données probantes, la recherche. Qu'est-ce qui ressort dans la recherche? Là, moi, je suis allée chercher une méta-analyse. Ça, là, c'est un chercheur qui a dit, moi, ma recherche, je vais la faire à partir de toutes les autres recherches existantes, puis je vais faire un résumé des 30, 40 recherches qui se sont intéressées sur le sujet, là. Puis je vais aller, moi, ressortir les données. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que la recherche a dit. Ben, dans cette recherche-là, dans les bénéfices qui ressortent pour les enfants, c'est que les routines inclusives permettent aux enfants de pratiquer et d'améliorer les compétences d'autonomie, manger, s'habiller, utiliser du matériel. L'autonomie, c'est un des grands objectifs des services de garde éducatifs à l'enfance, viser l'autonomie de l'enfant. Les occasions d'apprentissage naturel dans des contextes variés contribuent à généraliser les acquis. Hein, c'est pas la même chose apprendre une nouvelle habileté. Ça peut être juste manger avec la cuillère, ça peut être de faire un choix ou demander un jouet. C'est pas la même chose le pratiquer en séance de thérapie avec un adulte ou le pratiquer dans un contexte de groupe avec d'autres enfants autour. Et le fait d'avoir cette vie de groupe-là, ça permet de généraliser les acquis. Plus
le soutien à l'apprentissage se passe dans des contextes naturels, plus c'est facile pour l'enfant de généraliser les acquis. Puis je le vois, il y a des thérapeutes qui viennent en service de garde, puis ils nous disent, bon, là, ça fait 2 mois que je travaille, j'aimerais ça que cet enfant-là se lève en appui, ou j'aimerais ça que cet enfant puisse manger, parce qu'il est très difficile au niveau des textures, des aliments, il refuse beaucoup d'aliments à la maison en thérapie, on n'y arrive pas. Puis là, le thérapeute, il arrive au service de garde, puis il fait une observation, puis il voit que tout à coup, l'enfant, il est assis avec les autres, puis il mange. Ben voyons donc. Ça fait 2 mois que j'essaye de le travailler, mais le pouvoir que ça a, cette vie de groupe, le fait de la présence des autres enfants, c'est un pouvoir extraordinaire sur le développement des enfants. Donc, il y a une généralisation des acquis qui se fait beaucoup plus facilement en contexte naturel. Euh, la présence des pairs offre des modèles qui mènent à un développement accru des compétences sociales. Ça, on le voit beaucoup, comment les enfants, tout à coup, ils s'ouvrent sur le monde, ils s'ouvrent sur les autres personnes, puis ça a un grand impact sur leurs compétences sociales. Et dans les gains qui sont plus significatifs, c'est aussi au niveau des habiletés prélangagières et langagières, verbales ou non. Ça ressort dans les études comment, même si c'est juste le tour de rôle ou l'intention de communication, parce que c'est pas la même chose à la maison, avoir maman qui va au-devant de mes besoins, puis là, d'être en contexte de groupe. Puis si je me manifeste pas, que ce soit en bougeant un peu ou en faisant un son ou des fois en utilisant mon aide à la communication, si je manifeste pas, ben, il y a personne qui va nécessairement venir au-devant de tous mes besoins. Fait que ça a un grand impact sur le désir de l'enfant de communiquer. Euh, donc, ça fait partie des bénéfices qui sont reconnus pour l'inclusion en petite enfance. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est que pour moi, ces bénéfices-là vont dans le sens de l'éducation à la petite enfance. Quand on parle d'autonomie, quand on parle d'apprentissage naturel, quand on parle de compétences sociales, ça va vraiment dans le sens de la mission puis du rôle des services de garde. Fait qu'on voit que en jouant leur rôle, les services de garde contribuent au développement des enfants. Et ça, je pense que c'est un message qui est essentiel à, à communiquer aux parents dans le soutien qu'on leur offre en tant qu'intervenant. Donc, j'aimerais compléter cette présentation, puis après ça, on pourra passer à la séance de questions avec une petite vidéo. Ce sont les témoignages de 5 familles qui parlent de leur parcours d'inclusion de leur enfant en service de garde. Il y a des familles que l'enfant est rendu à l'école. Donc, on voit qu'il y a un pas de recul. Ils parlent au passé. Ah, c'était comme ça, c'était comme si on voit qu'ils ont pris une certaine distance face au vécu. Il y a des familles qui parlent encore au présent. Leur enfant est encore au service de garde. Il y a des familles pour qui on sent toute l'émotion derrière les mots, dans la voix. Mais c'est intéressant de voir ces différents points de vue-là et ce que les parents retiennent de l'inclusion de leur enfant en service de garde. Donc, je vous présente la vidéo et là, c'est le moment technologique où il faut que je me trompe pas et que je vous partage la bonne image. Donc, euh, ici, comme ça. Si vous entendez pas la vidéo, s'il y a un problème, dites-le moi, je vais ajuster. Ben ça, c'est sûr que il me parle beaucoup parce que dès le jour 1, je pense que il y a eu énormément d'amour vers Mathéo, puis on l'a ressenti vraiment très Moi, vite. j'ai rien, hein, j'ai pas de vidéo, Que ça c'est juste nie toi que pour je vois, l'enfant, là. pour la société. Il n'y a pas de vidéo? Ok, c'est bon. Ça vient d'ouvrir, ça doit être mon ordinateur qui laguait. Parfait. OK, parfait. Vous entendez le son, tout le monde? Oui, OK. oui, Maud, c'est Justine. On a la vidéo et le son. Par contre, comme le temps file, là, peut-être qu'on peut faire un petit 3-4 minutes de la vidéo. Puis, de toute façon, on l'enverra par courriel juste pour s'assurer d'avoir assez de temps là, pour les questions. Parfait, on fait ça. Touche tout le monde. On ne peut pas fonctionner de manière individuelle. We should find a ways to being socialized, being interacted, having a dream, having a goal. Mais il faisait tout simplement partie du groupe. Puis pour moi, c'est vraiment l'image même d'une inclusion réussie. Alors, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est que autant que c'était une période assez difficile pour tout le bouleversement puis les questions qu'on avait, c'était aussi un passage qui était
très typique et normal. Ça, c'est la dernière mesure. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener directement hmm, ici pour parler justement du vécu de l'enfant. Et de l'hôpital. C'est lui, j'ai sorti. C'est lui. Et ça, c'est bon. Non. J'ai été surprise, particulièrement heureuse qu'il s'adapte aussi bien, donc dans l'action avec tous ses amis qui courent autour, puis qui développe des liens forts aussi avec les éducatrices et avec les enfants. En fait, on l'a vu fleurir, on l'a vu se développer. Parce que oui, c'était plus juste maman, ça fait qu'elle devait s'affirmer encore plus. Donc la socialisation lui a apporté, elle aussi, du goujat et du caractère. She was happier, she was more involved because she could see what other children does, and then she could learn somehow. Olivier aspire à faire comme ses amis, qui sont capables de courir jusqu'à la petite montagne, qui sont capables de grimper le module de jeu. Donc, il aspire à faire la même chose. Je pense que ça l'amène à se dépasser, à faire plus. Puis ça l'aide complètement à se développer, puis à surpasser ses limites. Puis dans sa tête, Olivier, il n'en a pas de limites. Il est pareil comme ses amis. Ce qui est beau à voir au CPE, c'est que quand on se promène dans les corridors, tous les enfants disent bonjour à Mathéo, le salut avec le langage des signes, puis autant les éducatrices, les éducateurs, le personnel de la cuisine, vraiment, tout le monde ont appris les trois, quatre signes que Mathéo pratique. Donc, elle avait toujours des papillons et elle avait toujours aussi, quand elle rentrait à la maison, des voitures dans son fauteuil, dans le bac du bas. Donc, je pouvais vraiment voir qu'elle était une amie comme tout autre. C'est vraiment un milieu sans jugement. Il y a Mathéo, il y a Belle, il y a Charlotte, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde a ses propres besoins, puis tout le monde se développe à son rythme. Puis c'est vraiment beau. C'est lui, j'ai sorti. C'est lui. Et ça, c'est bon. Regarde. Ce qui a changé, la première chose, le premier exemple que je peux avoir, c'est recevoir un appel du domaine médical et de dire: ah non, ce ne sera pas possible entre 8h et 13h ou entre 9h et 17h parce qu'elle va au pub aujourd'hui ou elle est avec ses amis à la garderie. Donc ça m'a donné de la structure à elle, à la famille, à moi aussi. And that moment helps us to continue, Then I can say for the whole family, when I could realize that I can work, I can be in the society, then I had more precious time with my children, especially Daria. C'est un CPE à 5 minutes de tout de la maison, 15 minutes à pied. Donc, de vivre ça comme le CPE, c'est une deuxième famille pour nous maintenant. Puis, c'est ça, je pense que ça nous amène beaucoup de... Pour vrai, c'est beaucoup de bonheur parce qu'on les aime beaucoup, c'est les éducatrices. Dans la communauté qu'on se bâtissait, surtout dans une nouvelle ville, il y avait des amis qui allaient à la même garderie. Quand on allait au parc, on voyait des amis, puis c'est comme « Ah, Liv! » Puis ça, c'est énorme pour elle, mais c'est énorme pour nous parce que ça nous faisait des amis parents, mais qui pouvaient partager le quotidien, puis on pouvait jaser, puis c'est des petits moments vraiment importants, je pense. C'est lui, j'ai sorti. C'est lui. Et ça, c'est Ah, pour se laisser une période de questions, on va arrêter ici, mais on va vous envoyer le lien pour aller voir la vidéo complète si vous le souhaitez. Donc, je reviens ici. Non, attendez un peu, c'est pas ça que je veux. Ici. Je vais aller à la vidéo suivante. Alors voilà, on était rendu à la fin. C'est ce qui concluait la présentation d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez poser vos questions, que vous soyez à l'aise là, d'interagir. Donc, Tout à fait. Donc,